aujourd'hui, nous allons parler du perfectionnisme. Les perfectionnistes, là. Asseyez-vous. Aujourd'hui, on parle de vous. On se demande si c'est maladie ou c'est pas maladie. Parce que voilà, Garo Moam, nous on a. Il va pour la casse bébé, mais on doit remettre le jovirer. Est-ce que vous ne partez pas un peu? Est-ce que vous n'allez pas sur un terrain un peu glissant et tout et tout? Mais aujourd'hui, avec notre invité, nous allons savoir si c'est une maladie ou c'est juste l'envie de faire les choses bien, de faire les choses plus que les autres ne le pensent ou de faire les choses comme on le ressent avec autant de perfection. On va se retourner vers notre invité, on va le saluer et puis on va aller avec le sujet. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ce matin, tu vas bien? Ouais, Bien, ça bien, va, bien. on l'embrasse. En tout cas, on est heureux de t'avoir sur le plateau avec nous ce matin. Je suis aussi heureux d'être avec vous ce matin avec vous. On va te laisser te présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Parfait Koussade Douaro. Je suis étudiant en psychologie. Je suis psychologue en formation. Oui, il est psychologue en formation. Ah, vous devez regarder le caméra là-bas. D'accord. Vous êtes psychologue en formation. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlerons du perfectionnisme. Parce que beaucoup de personnes ou beaucoup de gens, avec des gens, des perfectionnistes qui nous entourent, des fois, toi tu es trop perfectionniste, on dit parce qu'on croit que c'est une maladie. Mais avant de savoir si c'est une maladie ou pas, moi j'aimerais quand même savoir, c'est quoi le perfectionnisme? Disons pour faire bref, le perfectionnisme est la tendance qu'a une personne à fixer des objectifs très élevés, parfois irréalisables, et en même temps en ayant peur de faire des erreurs ou d'avoir des jugements venant d'autres personnes, Venant d'autres personnes. mais de son environnement. Qualité ou défaut? Parce que là, selon la Ouais. définition, est-ce que c'est une qualité ou un défaut pour l'individu en question? Bon, au premier abord, je dirais que ce n'est pas un défaut. C'est une qualité, puisque tout le monde a ça. C'est le côté perfectionniste qui te fera relire le travail que tu as fait. Quand tu finis un travail, tu relis. Et puis tu vérifies s'il n'y a pas d'erreur. Là, donc, du coup, c'est une qualité. Bon, disons que le perfectionnisme, c'est un trait de personnalité que nous disposons tous en nous. Donc, c'est ça qui nous permet de travailler, de fixer des objectifs et donc qui nous mène vers l'excellence. Donc, quand c'est dans son versant normal, adaptatif, on parlera de... C'est une qualité. Mais quand ça pousse vers le dépôt, comment dire, vers son versant mal adaptatif, là, on parlera de défaut. Dans quel sens? Quand ça va vers le mal adaptatif, c'est que l'individu n'arrive plus à faire le travail qu'il doit faire. C'est-à-dire l'individu fixe un objectif très élevé et maintenant, au lieu de faire le travail, il passe son temps à vouloir perfectionner, à vouloir atteindre la perfection. Alors que la perfection n'est pas de ce monde, si je peux le dire comme ça. Donc du coup, en recherchant cette perfection, bon, il sera là toujours à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à demain, À demain. à remettre à demain. Donc, du coup, quand ça va comme ça freine, comment dire ça, ce n'est plus une qualité. Puisque le travail que tu devient dois un faire défaut. en 2 ans, eh bien, disons en 2 heures, 2 heures tu le feras en 4 heures de temps. ou Parce que 24 heures même des tu fois. finis, tu relis, tu dis c'est pas ça. Et là, en même temps aussi, au lieu de, comment dire, au lieu d'apprécier le travail que tu fais, tu t'autodéprécies. Wow. Tu fais un travail, tu te fixes comme objectif, par exemple, le perfectionniste côté négatif là, Oui. tu te fixes comme objectif d'atteindre 20. Quand tu as une note de 19 par exemple, Oui. tu dis non, j'aurais pu mieux faire. Et là, tu ne jouis pas comment dire, Les fruits de ton des travail. fruits de ton travail, quoi. Et donc, tu t'auto-déprécies. Ouais. Donc, du coup, ce qui fait que, du coup, ce côté négatif ne nous arrange pas, quoi. Donc, du coup, le perfectionnisme, c'est à la fois une qualité et un défaut. Donc, quand c'est dans la version adaptative, c'est-à-dire ça te permet d'aller vers l'excellence, là, c'est, comment dire, c'est une qualité. Mais c'est quand ça te freine, ça devient, comment dire, un obstacle Un pour toi obstacle. pour atteindre tes objectifs, là, c'est le côté, disons, pathologique bien et normal adaptatif. Je passe en même temps pour poser la question, à quel moment le perfectionnisme peut être toxique à la personne lui-même et à son environnement? À quel moment ça peut être toxique? Le perfectionnisme peut être toxique, comme je l'ai dit au début, le côté négatif. C'est-à-dire, quand tu fais un travail, Oui. tu te fixes
d'atteindre un objectif. Quand l'objectif est, comment dire, atteint, tu sais que l'objectif est réalisable, là, c'est que bon, tu vas le faire, tu vas faire le travail, et puis bon, maintenant, tu observes ton résultat. Mais quand tu fixes un objectif qui n'est pas atteignable, et en même temps, tu fais le nécessaire pour l'atteindre, mais quand tu arrives, tu ne l'atteins pas, tu commences par être culpabilisé que, oh, j'aurais pu mieux faire. Oh, j'aurais pu mieux faire. Ou bien ça t'empêche même comment dire, de faire le travail. Parce que voulant atteindre la perfection, tu ne finis pas le travail que tu dois faire. Donc du coup, quand ça commence par freiner la qualité du travail que tu dois faire. Parce que quand tu dis, je dois atteindre un objectif irréalisable, là, ça t'empêche de faire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Donc, tu remets toujours à demain, tu demain. finis, on voit que c'est bon, mais tu trouves pour toi, ce n'est pas encore bon. Tu dois encore le faire. Et là, du coup, ça te prend du temps. Ça te prend du temps. Et en même temps, tu deviens inflexible. Et quand tu fixes l'objectif et que tu ne l'atteins pas, tu deviens malade. Tu fixes un objectif irréalisable, mais quand tu ne l'atteins pas, là, c'est que ça ne va pas, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des objectifs irréalisables? Bon, c'est lui qui sait ce qu'on peut dire qu'il y a des... Parce que je crois que on peut réaliser tout ce qu'on veut. Bon. C'est ce que moi, je pense. Non, moi, je ne le pense pas. Vraiment? Par exemple, prenons la rédaction. Est-ce qu'il t'est une fois arrivé d'avoir 20 sur 20 en rédaction? Bon, non. Non. C'est souvent presque irréalisable, si on peut le dire comme ça. Hein. Parce que bon, je ne sais pas ce que tu vas écrire au point que le professeur va dire « Ah non, Lydie, il a bien fait le travail que je lui donne 20 sur 20. » Donc, quelqu'un qui se fixe d'avoir, disons, 20 sur 20, 20 en rédaction, et il a 19,50, il va dire non, oh non, c'est pas ça. Et là, au lieu d'apprécier, 19,50, c'est excellent. C'est excellent. Mais au lieu de jouir de ce travail bien fait, là, il va dire, oh non, j'aurais pu mieux faire. Et là, il n'est pas content. Tu vois un peu. Oui, je vois. Bon, et je sais qu'on a des enseignants qui nous suivent. Est-ce que vous êtes une fois arrivé de donner 20 en rédaction? Et les élèves aussi nous suivent. Est-ce que vous êtes une fois arrivé d'avoir au-delà de 16 en rédaction? On veut savoir. Juste envoyer vos réponses sur le numéro donné. Et puis, on va le faire ensemble. La question, c'est de savoir aussi si le perfectionnisme est lié au besoin de contrôler les choses. Est-ce qu'il y a un lien entre le perfectionnisme et le besoin de contrôler? Oui, je dirais qu'il y a un lien. Le perfectionnisme, comme je l'ai dit, l'individu a tendance aussi à contrôler. Au niveau de son versant pathologique, comme je ne l'ai pas développé, c'est que arrivé à ce niveau-là, l'individu a tendance à tout contrôler. C'est-à-dire il est dans un état où c'est ce que lui peut faire qui est bien. Quand je te confie un travail, je suppose que tu n'es pas qualifié pour le faire. Je ne trouve même personne pour qualifier pour le faire. Wow. Donc du coup, c'est moi, c'est ma seule méthode que je juge acceptable. Et que je juge acceptable, mais que je dois encore retravailler là-dessus. Wow. Tu vois un peu? Oui, je vois. Donc du coup, c'est lié, il y a un lien. Les perfectionnistes veulent toujours avoir le contrôle. C'est-à-dire ils ne veulent pas être surpris. C'est-à-dire ils n'aiment pas l'incertitude, l'insécurité, l'incertitude. Donc du coup, confier le travail à une autre personne, c'est dépend de la personne. Et donc du coup, ils sont... ça va pas. Donc du coup, ils voudront toujours avoir le contrôle, quoi. Donc s'il te confie le travail même, c'est qu'il va te dire tout ce qu'il faut faire. Et tu vas le faire, mais il va trouver que non, c'est pas encore ça. Si moi-même je l'avais fait, j'aurais peut-être pu améliorer. Et donc du coup, c'est un peu ça. Donc du coup, c'est lié. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre le travail bien fait et le perfectionnisme? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux choses-là? Oui, je trouve qu'il y a une différence aussi. Hein. Quand on parle du travail bien fait, c'est le travail bien fait qui nous pousse vers l'excellence. Par exemple, quelqu'un qui aime un travail bien fait, c'est que quand il fixe comme objectif de faire quelque chose, mais d'avoir une note donnée, je prends toujours la note parce que c'est plus simple à expliquer. Quand la personne se fixe comme objectif d'avoir 20 comme chose là, et la personne a 18, il est content, elle est contente parce que bon, elle a fait de son mieux. Donc elle est satisfaite de cela, elle est contente quoi. Mais le perfectionniste, quand il suffit d'avoir 20 et il a 18, non, il dit, oh, j'aurais pu mieux faire. Et il n'apprécie pas son travail, il n'apprécie pas l'effort qu'il a fourni. Alors que celui qui aime le travail bien fait, il apprécie l'effort qu'il a fourni pour faire le travail. Alors que le perfectionniste, ça dit, il s'auto-déprécie, quoi. Quand il fait le travail, dès que l'objectif n'est pas atteint, il n'est pas satisfait. Bien que nous, du commun des mortels, on trouve que, c'est déjà excellent ce qu'il a fait. Mais lui, il va trouver que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut considérer, le perfectionnisme comme un trouble psychologique? Non.
Le perfectionnisme n'est pas un trouble psychologique. Du coup, du moins, sa version positive positive n'est pas une, comment dire, une pathologie. Mais au niveau du version négatif, Négatif. maladaptatif, c'est pas une pathologie non plus. Disons, ce n'est pas une maladie, mais c'est, disons, un symptôme qui permet comment dire, de diagnostiquer, par exemple, les troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive. Ça permet, le perfectionnisme permet de détecter chez l'individu Qui souffre d'un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. bon, C'est-à-dire, trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, c'est que bon, la oui, personne. voilà, je voulais te demander de bien expliquer là-bas. La personne, ça c'est un trait de la personnalité. C'est une personne. La personnalité se construit depuis la naissance avec les interactions, l'éducation, l'environnement, tout, jusqu'à comment dire, avoir une personnalité donnée. Et donc du coup, pour détecter une personne qui a cette personnalité, qui a ce trouble de la personnalité là, du coup, le perfectionnisme est, comment dire, un élément majeur pour pouvoir détecter ça chez une personne. Donc du coup, le perfectionnisme n'est pas une maladie en tant que en soi, mais ça permet de détecter d'autres maladies. Et puis bon, et en même temps, c'est une cause. C'est-à-dire, le perfectionnisme à son côté extra, comment dire, négatif là, et comment dire, mène vers, comment dire, la dépression. Ça peut entraîner la dépression ou bien ça peut entraîner l'anxiété aussi. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un lien entre le perfectionnisme, l'anxiété et la dépression. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui peut amener le perfectionniste, par exemple, c'est juste un travail, lui veut, c'est juste un travail bien fait, plus que bien fait. Et pourquoi il va déprimer, il va se mettre dans les états d'anxiété à cause de ce travail que lui il veut en perfection. Ouais, ok, d'accord. D'abord, en parlant de perfectionniste, je le prends toujours du côté maladaptatif. Hein, maladaptatif. Du coup, la personne qui est perfectionniste, il veut toujours atteindre un objectif donné. Oui. Donc, du coup, il veut avoir le contrôle de tout. Oui. C'est-à-dire qu'il n'aime pas l'insécurité. Oui. Donc, du coup, l'inquiétude, comment dire, de la survenue d'un imprévu ou bien de quelque chose qui n'est pas à faire chose là. Donc, du coup, il va toujours réfléchir à comment trouver des solutions aux problèmes qui peuvent survenir. Et donc, du coup, en étant actif tout le temps par rapport à ça, là, cette personne-là, bon, il risque d'avoir une anxiété généralisée, c'est-à-dire toujours l'anxiété généralisée, la tendance bien, un état psychologique actif, où l'individu est toujours en train de chercher à tout contrôler, à avoir une idée sur tous les imprévus. Donc du coup, ça peut l'amener à être anxieux. Donc c'est un peu ça. Là, je comprends, mais ça peut amener l'individu à être anxieux. La question de savoir, après les explications que vous venez de donner, on peut comprendre que le perfectionniste, au fond de lui, il n'est pas en sécurité. C'est ça. C'est ce qu'on peut comprendre. On peut comprendre. Oui, c'est que le perfectionniste, il est toujours à la recherche du meilleur, et même le meilleur qu'il s'imagine, dès qu'il s'approche de cela, il augmente encore le standard. Donc, ce qui le met, c'est-à-dire dans un état d'inquiétude tout le temps, absolu. Donc, alors que l'anxiété, comment dire, a comme chose la référence l'inquiétude. C'est-à-dire en étant inquiet tout le temps, en étant inquiet. Par exemple, je te demande de faire un travail et là, je suis inquiet de comment faire pour atteindre la perfection. Je dois atteindre la perfection, et je me mets la pression, Et là, du coup, à un moment, c'est-à-dire tout mon état deviendra anxieux, quoi. Je serai là toujours à penser à ce qui peut arriver, ce qui ne peut pas arriver. Et là, bon, ça ne m'aide pas. On peut dire aussi qu'il est en manque de confiance sur sa propre personnalité. Si, oui, comment dire, le perfectionniste ne s'estime pas, comment dire, ne s'estime pas par rapport à sa juste valeur. C'est-à-dire, sa propre valeur ne lui suffit pas. Il trouve qu'il doit encore faire plus. Et donc, du coup, ça provient aussi d'un manque de confiance. Dans quel sens? Par rapport au fait que je vais faire l'échec, je vais commettre une erreur, et ceux de l'environnement vont me juger. Ceux qui sont là vont me juger. Ils vont dire quelque chose par rapport à moi. Ils vont me demander quelque chose. Donc, du coup, pour éviter tout cela, ça le met dans un état où il est toujours à la recherche du meilleur. Et bon, c'est un peu ça. En même temps, on peut dire qu'il a peur d'être vu, d'être jugé, et il a peur de l'échec aussi. Je crois que Herman a une question.
Tu as fini? Bon, moi j'ai encore tellement de questions, mais si tu as une Toutes question. mes questions se résument à un visuel. Je ne sais pas si tu as fini. Moi, je vais entamer. Avec le visuel, bon, j'ai une question aussi. Qu'est-ce qui peut, les causes, est-ce qu'il y a une cause pour le perfectionnisme? Est-ce qu'il y a une cause? Nous pourrons parler de deux causes majeures. Il y a une cause biologique et une cause environnementale. Wow. Parlant de biologique, comme je l'ai dit, le biologique fait allusion plutôt au tempérament. C'est ça, c'est un élément, le perfectionnisme, c'est un élément qui se transmet aussi, comment dire, par l'hérédité. Donc du coup, il y a une partie qui provient de cela, mais la majeure partie, c'est, comment dire, c'est l'environnement, l'éducation que l'individu reçoit. L'individu vit dans un milieu où les parents, c'est-à-dire, on attend toujours de lui le meilleur. Et du coup, il n'obtient de reconnaissance que quand il a donné son meilleur. C'est-à-dire, tu viens à la maison, tu vis avec tes parents. C'est-à-dire, c'est quand tu fais bien ton travail, tu es premier de la classe, c'est en ce moment que les parents te font un cadeau, ou bien les parents, tu as une attention des parents. Donc, du coup, en vivant dans un environnement comme ça, en grandissant, tu risques de devenir perfectionniste. Ah. C'est le côté héréditaire qui m'a fait sourire. Le côté héréditaire. Bon. En tout cas, Je peux. oui. Il a dit que ça se transmet. Ça se transmet façon héréditaire. par quoi? Si papa, l'enfant aussi doit l'avoir. Oui. Si c'est maman qui a l'enfant, doit aussi l'avoir. J'ai pu dire que c'est une partie mineure. D'accord. Par rapport à quoi? Disons que le perfectionnisme, je l'ai dit que bon, c'est un trait de la personnalité aussi, hein, que nous disposons tous en nous, que nous avons tous. Donc, c'est un trait de la personnalité. Maintenant, la personnalité est, comment dire, a une comment dire, un côté biologique. Un côté biologique. Et dans ce côté biologique, nous parlons souvent de tempérament. Donc, du coup, c'est sur le tempérament, c'est parlant du tempérament, c'est dans ça que nous parlons du biologique. C'est par rapport à ça que je parle du biologique. Bon, je vais prendre un peu le... Le relais. Non, pas le relais. Passe. Advige. Je te fais la passe. Puis, on peut y aller avec... visuel. David, on peut y aller avec le visuel. Moi, je vais poser mes questions à partir de là. Dans mes recherches, c'est que vous... Bon, c'est difficile à lire peut-être. Vous, ici, vu la distance. Mais ceux qui sont à la maison peuvent lire. Je vais vous lire tout ça là. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça se résume au professionnalisme. Vous voyez, c'est le grand titre. Et par rapport à ce qui est mis au grand titre, c'est-à-dire le sous-titre, c'est la question qui est reposée à la fin, sur le fond bleu. On va revenir pour terminer. Il est bien dit entre exigence et souffrance. Tout ça là, c'est les recherches. Donc c'est à vous maintenant de nous confirmer ou infirmer tout ce qui est mis là-bas sur le visuel. Déjà, on parle de 3 dimensions pour le perfectionnisme. Première dimension, orientée vers soi, expliquée comme standard, voilà, qui n'est pas réel, c'est-à-dire réaliste. Orientée vers les autres, exigence. Bon, je ne connais pas votre terme parce que vous avez tellement utilisé vos termes ici. Troisième dimension, socialement prescrit, peur de jugement. Voilà. Ces 3 dimensions, il va falloir quand même les expliquer. Bon, est-ce qu'il y en a plus ou moins? J'en sais rien. Bon, voilà. Ça, c'est selon l'auteur que c'est comme ça. Mais c'est selon l'auteur. Hein. L'auteur? Oui, je pense que c'est Burns. Disons, par rapport orienté vers soi. C'est que l'orienté vers soi, c'est que ça fait allusion au fait que le perfectionniste se fixe des objectifs qu'il doit atteindre et souvent irréalisables. Et donc, du coup, quand il ne l'atteint pas, c'est qu'il s'autodéprécie. Il ne s'apprécie pas. Donc, du coup, quand on parle d'orienter vers soi, c'est que le perfectionnisme, là, quand vous vivez avec un perfectionniste, il fixe toujours des standards élevés. Mais vous pensez que c'est seulement par rapport à vous qu'il est exigeant? Non. Mais il est exigeant envers lui-même, quoi. Ça, la manière dont tu te juges, c'est de la même manière qu'il se juge. Et il se juge plus que toi-même. Ça dit, bon, si toi tu fais, il se dit, bon, c'est normal, toi tu ne fous rien, tu ne vaux rien. Mais lui, quand il le fait, il se dit, ah, je vaux plus que ça, donc du coup, je dois toujours faire mieux. C'est dans ce sens qu'on dit que le perfectionnisme est orienté vers soi. Je ne sais pas si je me suis fait un peu comprendre. moi j'écoute. Bon, maintenant, quand on parle d'orienter vers les autres, c'est que le perfectionniste a tendance à fixer les standards élevés qui se fixent. Il attribue aussi aux autres. Si tu as travaillé avec un perfectionniste, selon toi, peut-être toi, tu dis que bon, ok, moi, quand j'ai déjà 15, ça me va. Mais le perfectionniste, lui, il se fixe comme objectif, je dois atteindre 20 sur 20. Et donc, du coup, il va exiger cela de toi aussi.
Et donc, en exigence là de toi, c'est qu'il n'est plus flexible, il est rigide. Il n'est plus flexible, il est inflexible, quoi. Donc, ce qui fait que, bon, ça détériore votre relation. Ça vous met la pression et autres là. Bon, maintenant, côté orienté et, comment dire, socialement prescrit, c'est que il pense que, il pense que c'est la société qui lui impose ça, bien c'est son environnement qui lui impose ça. J'ai parlé du fait que, bon, quand il était enfant, c'est-à-dire, pour avoir de l'attention de ses parents, bien pour avoir l'attention de quelqu'un, c'est qu'il doit bien faire. Ouais, il doit bien faire, quoi. Il doit donner le meilleur de lui-même. Et donc, du coup, il pense que c'est ce qui lui est prescrit, quoi. Selon lui, pour avoir de l'attention, pour pouvoir attirer l'attention des autres, c'est que c'est ça, quoi. Il pense que les autres attendent de lui d'être le meilleur. C'est-à-dire, selon lui, tu dois être le meilleur des meilleurs. C'est ce que les autres attendent de moi. C'est-à-dire, quand il est avec toi, il pense que toi, tu attends de lui qu'il soit le meilleur des meilleurs. Donc, du coup, c'est dans ce sens qu'on parle de socialement prescrit. D'accord. Donc, ça rejoint un peu le thème exigence. Bien sûr, oui, David, on va faire aller-retour par rapport à ces exigences et à ce visuel-là. Parce qu'on a dit exigence et souffrance, entre exigence et souffrance. Dans ces trois dimensions, font allusion quand même à l'exigence. Que ce soit par rapport à lui-même, par rapport aux autres et par rapport à la société. Mais est-ce qu'on ne parlera pas d'exagération à ce niveau? Exagération. Oui. Pourquoi? Oui. Bon, tu veux forcément avoir les 15, tu penses que les autres peuvent aussi avoir les mêmes 15. Ce n'est pas... Bon, toi peut-être tu prends 100 francs, l'autre lui prend 25 francs pour aller à l'école, tu ne connais pas son environnement, mais tu exiges que cette personne soit au même niveau, voilà, de perfection que vous. À un moment donné, ça rentre un peu dans l'exagération pour les autres en fait. Bon, selon lui, c'est normal, hein. Le perfectionniste, il pense que c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire se fixer des objectifs élevés, c'est normal. Et là, en se fixant des standards comme ça, il impose là aussi à son environnement. Oui. Et cela crée de la souffrance. Oui. Ça crée de la souffrance C'est par rapport exagéré, à... Oui, mais c'est pour ça qu'on dit que bon, le côté, comment dire, mal adaptatif est un peu rapproche du pathologique. Tu vois un peu. Parce que, on prend cette personne comme chef d'équipe par exemple. Oh non, c'est que vous êtes foutu. C'est que l'environnement de travail deviendra toxique pour vous. Hein. Là, bon, parlons de choses là, des liens du perfectionnisme, quand j'ai parlé de dépression et anxiété généralisée, il y a le burn-out aussi qui est là, l'épuisement. L'épuisement mental, bien la charge mentale élevée. Donc du coup, un leader ou bien un responsable qui est perfectionniste, c'est que il fixe toujours les standards élevés et donc du coup pas de place à la distraction. Toujours meilleur. Quand il n'arrive pas à reconnaître que bon les choses sont bien fait, et il impose toujours, le perfectionniste il impose toujours sa vision des choses. C'est sa vision qui est la meilleure. Donc du coup tout cela, toutes ces orientations créent de la souffrance dans son environnement. Toi qui es avec le perfectionniste, c'est que tu auras toujours une pression. Parce que tu vas toujours vouloir mieux faire parce qu'il ne reconnaît pas ce que tu fais. Et bien quand tu fais mieux, il trouve que tu peux encore mieux faire. Alors que dans l'éducation, on nous dit, même avec la petite des choses, il faut déjà encourager. Bon, on va enchaîner avec le deuxième côté de ce visuel parce qu'il y a trois parties. On va aller rapidement. Voilà, la deuxième partie, après les dimensions, on parle des conséquences sur la santé. Vous avez parlé d'ancienneté, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est en fait les explications qui me touchent. On parle de peur, de l'échec, perte d'espoir, épuisement, comme je viens de le dire, mais en même temps, paralysie de l'action. C'est ça que je n'ai pas compris. C'est-à-dire procrastination. Procrastination. La procrastination, c'est la tendance à remettre à demain. C'est-à-dire, tu trouves que tu dois faire quelque chose tout de suite. Tout de suite, je dis, ok, je vais appeler quelqu'un. Je vais l'appeler. Bon, je dis, ok, je vais le faire après. Donc, le perfectionniste, il est dans la procrastination. C'est-à-dire, en étant à la recherche de la perfection, quand il fait quelque chose, il finit, il trouve que ce n'est pas encore ça. Donc, je dois le faire encore. C'est-à-dire, je dois améliorer quoi. On lui dit, tu dois rendre le travail à 8 heures. Il fait le travail, il finit à 7 heures. Mais il trouve que ce n'est pas encore ça. Donc, il dit, je dois encore améliorer. Il dit, ok, il refait encore. Il dit, ok, je dois encore améliorer. Et il refait. 8 heures sonne, il n'est pas encore prêt. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle de la paralysie de l'action. C'est que le perfectionnisme, en étant à la recherche de la perfection, il n'arrive plus à agir. C'est-à-dire, il se trouve bloqué parce qu'il veut atteindre la perfection qui n'existe pas. Il veut atteindre la perfection qui n'existe pas. Et donc, du coup, en étant toujours à la recherche de la perfection, il n'arrivera jamais à finir.
Donc, du coup, c'est dans ce sens qu'on parle D'accord. de la procrastination et de la paralysie de l'action. Je sais pas D'accord, sauf que les examens ont commencé, hein. S'il faut faire ça en classe, là, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. 4 heures. Il faut reprendre. Donc tu auras beaucoup de brouillons, hein. Ou bien intercalé. Oh, on est ça. Intercalé. Oh, on est allé. D'accord. Il faut rendre avec. Bon, il aura des erreurs, il n'y a pas de si. Ouais, souci. il y aura toujours des... C'est que, au moins, si il se fixait des objectifs qui sont atteignables, c'est que quand il arrive à un moment, il sait que, ok, oh, j'ai fait le nécessaire. Mais pour lui, ce qu'il produit est toujours insuffisant. Pour lui, ce qu'il produit est toujours insuffisant. Dès qu'il arrive à atteindre c'est-à-dire, s'il arrive à l'atteindre, il augmente encore les standards. C'est escalier, quoi. Ouais, quoi. Quand il arrive Il trouve qu'il une marche, ça fait deuxième marche. Tu le vois. Ça fait troisième marche. C'est quelqu'un, même tu peux lui donner 20 sur 20, il va trouver, oh, non, Mais je t'es pense que je reprendre peux sur encore 20 mieux fois. faire. J'ai fait des ratures ici. J'aurais pu éviter cela. D'accord. Troisième dimension, vu l'heure. Bon, je parle de dimension, troisième partie, avec maintenant comment gérer. Voilà, vous avez donné des solutions, il y en a quelques-unes qui sont énumérées là-bas, c'est à vous de nous dire si c'est ça ou pas, parce que vous avez dit c'est selon l'auteur, on parle de thérapie cognitive, c'est-à-dire changer un peu ses pensées. On parle aussi d'accepter les erreurs, en tolérant bien sûr l'imperfection, la pause et l'équilibre, prendre du temps pour soi, et puis consulter un professionnel. Ça, c'est très important parce que dans tout ce qu'on fait, tout ce qui touche à la santé, il faut se diriger vers un professionnel. Oui. Comment quelqu'un qui est perfectionniste va accepter l'erreur là? Comment on va l'amener à accepter l'erreur? D'abord, comme je l'ai dit, j'ai dit que bon, le perfectionnisme, c'est deux côtés. Hein. Il y a le côté positif et le côté négatif. Ouais. Et c'est le côté positif qui nous permet comment dire, de fixer, d'aller vers l'excellence, de mieux faire les choses que nous faisons. Donc, du coup, quand c'est du côté positif, c'est que ça te permet de vivre normalement. Mais c'est que quand ça vire vers le côté, comment dire, négatif, mal adaptatif, nous parlons souvent de style adaptatif et mal adaptatif. Donc, du coup, quand ça va vers le côté mal adaptatif, c'est que ça crée non seulement de la souffrance à ton niveau, non pas à ton niveau, mais c'est surtout orienté vers les autres. C'est-à-dire, c'est les autres avec qui tu vis, c'est-à-dire, n'arrivent plus à t'apprécier, c'est-à-dire, parce que tu es trop exigeant, tu es rigide. Manque de reconnaissance. Tu vois un peu. Donc, du coup, quand on détecte quelque chose comme ça, il faut te référer vers un professionnel, c'est-à-dire un psychologue. Ça dit vous, quoi. Ouais, vers nous. Tu peux te référer, tu peux te pas retourner cher. vers nous. Non. La nouvelle génération, elle est où on est là. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est ça. Non. On va bien tu fais un déac. C'est bon, Et à c'est ce gratuit, pour gratuit. soutenir l'action. C'est pour soutenir. D'accord. Bon, oui. maintenant. Vous pouvez terminer rapidement. Oui. Bon, maintenant, pour prendre en charge, le professionnel utilise souvent aujourd'hui, c'est le TCC qu'on utilise. Hein. Le TCC, c'est ça, tu as mis ça là-bas. Thérapie cognitivo-comportementale. C'est que dans la prise en charge, on amène l'individu à être flexible avec lui-même. C'est-à-dire, on parle de côté cognitif, on parle de restructuration, restructuration des pensées. C'est-à-dire, quand tu penses que tu dois atteindre, tu te fixes comme objectif 20, on va t'amener à dire, ok, bon, si tu as 18, il faut l'accepter. Donc, du coup, à travers la thérapie, on va t'amener à faire des choses comme ça. On dit 10, c'est la moyenne. Toi, tu as 12, tu as 13, tu as 14. Et il trouve qu'il peut encore. Donc, du coup, on amène l'individu à être flexible par rapport à lui-même et par rapport aux autres aussi. C'est-à-dire, maintenant, du coup, au niveau de du cognitif, c'est que on va l'amener à poser des actes moins flexibles. Au lieu de, par exemple, de rendre un travail, quand il fait un travail, il doit relire le travail peut-être 20 fois. On peut l'amener que quand tu fais, il faut relire seulement 10 fois. Il faut relire seulement 10 fois. Ou bien, mais quand quelqu'un fait un travail, tu trouves que, c'est-à-dire ce n'est pas par rapport à ton standard, il faut quand même apprécier la personne. Et donc, du coup, à travers des actions comme ça, on éduque la personne. Est-ce que ça marche? Ouais, ça c'est marche. efficace, très efficace. D'accord. Très efficace. C'est l'essentiel, hein? Ouais. Parce qu'on amène quand même des gens se dire, bon, je peux aussi commettre des erreurs, je peux faire ci, je peux être ça, je peux laisser tomber ici. Si ça marche, c'est bon. Sinon, le perfectionniste, lui, ne pense pas que, c'est-à-dire, il ne tolère pas l'erreur, quoi. Lui, l'erreur, c'est pas de son vocabulaire. Il est comme Dieu. C'est-à-dire, quand il fait l'erreur, c'est que ça va pas. Donc, du coup, c'est ça qui l'entraîne vers des côtés, vers le pathologie, vers la dépression, par exemple. D'accord. Bon, j'ai fini. On va terminer, il est déjà 8 heures. Oui, il est déjà 8 heures, on va terminer. Bon, merci à M. Parfait de passer avec nous pour nous expliquer plus sur le perfectionnisme. En tout cas, je sais qu'il y a des gens, des perfectionnistes qui nous suivent de là, qui se disent, oh, bon, à moi, on a un collègue dans le fou, c'est pas, et nous avons comme, ou se dit,
Bon, moi, je suis perfectionniste, mais je suis comme ça. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, un message à leur Il adresser? aime Léon, quoi. Ouais. Nous sommes bons, nous sommes C'est que, Léon. oui, oui, c'est Nino Léon, mais comme je l'ai dit, il faut te retourner vers un professionnel de la santé. Les thérapies cognitivo-comportementales sont très efficaces. C'est-à-dire, on parle de restructuration de la pensée. Le fait que tu penses que avoir, c'est-à-dire être excellent, c'est-à-dire l'excellence là, c'est ça le standard, on va t'amener bon, à être flexible, on va l'amener, les thérapies nous permettent d'amener l'individu à être flexible envers lui-même et maintenant en étant flexible envers lui-même. C'est-à-dire, s'il arrive à être flexible envers lui-même, il sera flexible envers les autres. Souvent, on commence plutôt par les autres. Donc, si tu arrives à être flexible avec les autres, tu seras flexible avec toi-même. Tu vois un peu. Donc, du coup, référez-vous à un spécialiste et on vous aidera. Vous D'accord. allez voir que ça va améliorer la qualité de vos interactions. Parce que les perfectionnistes, ils ont des difficultés d'interaction avec les autres aussi. Parce que les autres ne les apprécient pas. Parce que ça, on ne peut pas avoir un moment de, comment dire, De paix. de paix, ou bien un moment de relaxation avec eux. Avec Quoi. eux. Ils vous fixent un objectif, aussitôt arrivé, ils trouvent que non, on peut mieux faire et il améliore encore les standards. Donc c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui est mentionné qui est très important. En tout cas, ça c'est pour moi, c'est mon commentaire. Daniel, juste Daniel. David, si on peut faire revenir encore le visa pour une dernière fois dans les solutions. Voilà, je vais lire pour vous. Pause et équilibre. Prendre du temps pour soi. Pause et équilibre. Prendre du temps pour soi. En tout cas. C'est elle le bébé. Et elle est venue Mon ami. Dieu me guide. Ali savi o chon te di sara tavi re. Tu as zone quoi me guider. Il faut voilà, il faut équilibrer un peu. Il faut quand même équilibrer un peu. Mais si tu l'as dit, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai dit ici. Pour s'asseoir, tu prends de l'eau et puis l'essentiel, il y a du vent. Il peut trouver que non, elle a trouvé si est-ce que c'est normalement. Merci Armando. Voilà, nous voilà à la fin du thème de ce matin, voilà à la fin de la rubrique Psychomac de ce matin. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un autre thème d'un Psychomac et vendredi pour la culture. À très bientôt.